Est-il possible de vivre en tant que juif, de défendre les juifs tout en poursuivant une carrière artistique? Pendant des générations, les juifs américains ont joué un rôle prépondérant à Hollywood et au théâtre, mais ils ont rarement utilisé ces plateformes pour défendre les causes juives, et encore moins pour utiliser leur travail afin d'expliquer ou de mettre en avant la vie juive comme quelque chose à célébrer et à considérer comme normal, plutôt que comme un simple décor de tragédie ou quelque chose qu'il fallait abandonner pour devenir pleinement américain. Et à la suite des attaques du 7 octobre et de la banalisation de l'antisémitisme qui s'en est suivi, l'effacement des Juifs ainsi que l'acceptation de la diabolisation d'Israël sont devenus la norme. Mais un artiste juif ayant grandi à Hollywood tente d'inverser cette tendance. Cette semaine dans Think Twice, nous discutons avec l'acteur, artiste et podcasteur Jonah Platt de ce que signifie être juif aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Les Juifs sont omniprésents dans la culture populaire américaine depuis plus d'un siècle. En effet, on peut dire qu'ils ont plus ou moins inventé Hollywood. Mais peu de ceux qui l'ont fait, ou parmi ceux qui ont suivi leurs traces, ont utilisé leur célébrité et leur influence pour aider à populariser une image de la vie juive qui la présentait comme quelque chose que des gens normaux faisaient. Hollywood reflétait l'impulsion des Juifs ayant réussi à s'assimiler pleinement, mais présentait aussi ceux qui ne le faisaient pas, ou du moins souhaitaient conserver leur identité comme une partie significative de leur vie, comme des personnes qui devaient disparaître. Mais ce retrait de la particularité juive n'était qu'un prélude à ce qui a suivi, l'adoption par la gauche américaine de théories gauchistes toxiques comme la théorie critique de la race, l'intersectionnalité et le colonialisme de peuplement, qui ont faussement qualifié Israël et les Juifs d'oppresseurs blancs et le sionisme de forme de fascisme raciste. Après les attaques terroristes arabo-palestiniennes menées par le Hamas contre les communautés israéliennes le 7 octobre 2023 et la vague mondiale d'antisémitisme qui a suivi, le soutien à Israël a disparu. Et l'indignation face à l'augmentation sans précédent de la haine des Juifs, ou même face aux atrocités du 7 octobre, s'est rarement fait entendre dans le monde des arts, même de la part de ces Juifs les plus en vue. Cependant, il existe des exceptions à cette règle et nous en accueillons une aujourd'hui. Jonah Platt est un acteur, chanteur, écrivain, metteur en scène et producteur connu pour ses apparitions à Broadway, au cinéma et à la télévision. Mais depuis le 7 octobre, son principal projet a été Being Jewish with Jonah Platt, son podcast. Élevé à Hollywood par un père producteur à succès impliqué dans la communauté juive et une mère militante et philanthrope juive de premier plan. Il s'est donné pour mission de promouvoir une image positive de la vie juive et d'inspirer une meilleure communication et unité au sein de la communauté juive. Jonah Platt, bienvenue dans Think Twice. Merci de m'accueillir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à vous concentrer sur votre identité juive après le 7 octobre, alors qu'il semblait que la plupart des Juifs dans les arts créatifs applaudissaient l'attaque contre Israël ou restaient tout simplement silencieux? Eh bien, je remettrai en question la deuxième partie de votre affirmation. Je pense que peut-être ceux qui étaient parmi les plus bruyants semblaient applaudir. Mais nous avions beaucoup de gens à Hollywood, aussi bien des personnalités à l'écran que beaucoup de personnes en coulisses qui, comme moi, sont maintenant plus engagées que jamais. Et je ne veux certainement rien enlever aux combattants juifs maccabéens très présents dans le débat public à Hollywood, qui se sont tous vraiment manifestés en ce moment. Mais pour parler pour moi-même, vous savez, c'est le moment le plus important de ma vie et sans doute aussi de notre époque, pour ce qui est de la communauté juive. Si vous n'allez pas assumer pleinement votre identité juive et vous tenir droit pour la défendre et en être fier maintenant, alors quand le ferez-vous? Donc, pour moi, vraiment, ce n'était pas un choix. Ce n'était pas une décision consciente du genre « Ah, devrais-je le faire ou pas? Quelles pourraient être les conséquences? » Il n'y avait rien de tout ça. C'est qui je suis. On est au pied du mur. Nous voyons, vous savez, le 7 octobre a été une horreur comme nous n'en avions jamais vu, certainement de mon vivant.
Et il y avait deux façons d'y faire face. Je suppose que certains se sont repliés face à cela et d'autres ont su se montrer à la hauteur de la situation. Et pour moi, il n'y avait vraiment pas d'autre choix. J'ai simplement suivi, vous savez, je pense à une citation de Mark Cuban où il dit « Ne suivez pas vos rêves, suivez vos efforts ». Et cela m'est toujours resté en tête. Et mes efforts m'ont mené dans cette direction. J'ai simplement, mon énergie et mon temps, c'est là qu'ils se concentraient naturellement. Et après quelques mois à être très impliqué sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle, dans les jours qui ont immédiatement suivi le 7 octobre, je voulais vraiment me concentrer sur mon engagement proactif pour la cause juive. Et c'est de là qu'est né le podcast lui-même, Being Jewish. Quel est mon message central, proactif et positif? Tu sais, mes valeurs que je veux vraiment défendre, pas seulement réagir à tout ce qui se passe en ce moment, mais vraiment réfléchir à, d'accord, la poussière retombe. À quoi cela va-t-il ressembler à l'avenir? Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. En plus de Think Twice, il existe aussi le podcast Jonathan Tobin Daily, où je partage davantage d'actualités et d'analyses sur les questions majeures actuelles. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Retour à l'émission d'aujourd'hui. Oui, et je pense qu'il est juste de dire, vous savez qu'il y a eu bien sûr beaucoup de juifs qui se sont exprimés, qui sont dans les arts, et vous savez, on fait des choses très louables. Mais j'entendais, surtout pendant ces premiers mois, semaines, mois, la première année, 23 puis 24, j'entendais des lecteurs me demander « Vous savez, et cette personne-là, et cette autre personne, vous savez quoi? Je me suis surpris à le faire moi-même. » Et j'ai toujours été le genre de personne à penser que moins j'en sais sur mes artistes ou athlètes préférés, moins j'en sais sur leur vie personnelle ou leurs croyances, plus je serai heureux. Je n'ai jamais voulu creuser là-dedans parce que vous savez, en général, ça ne vous rend pas plus heureux. C'est vrai. On n'a pas besoin de savoir que, vous savez, votre idole sportive quand vous étiez petit garçon était un sale ivrogne ou quelque chose comme ça. Ou qu'il avait vraiment des opinions horribles qui vous choquent. C'est ça. Séparer l'œuvre de l'artiste. C'est ça. Mais je me suis retrouvé, vous savez, à regarder, ou vous savez, quand on regarde les réseaux sociaux, on a envie de tendre la main et de les secouer en disant « Et c'est vraiment important, c'est un moment historique ». Je veux dire, je repensais à ce que j'ai lu sur les Juifs à Hollywood à la fin des années 30, et j'aimerais en savoir un peu plus sur l'histoire des Juifs et des arts. Mais je me souviens avoir lu, vous savez, quand le grand écrivain Ben Hecht, qui était, vous savez, une superstar, autant qu'on pouvait l'être en tant que scénariste à Hollywood, essayait de susciter l'intérêt des gens. Et il n'était pas un Juif très impliqué dans la vie juive, mais il a écrit sur le fait d'être tombé par hasard sur l'histoire et d'avoir réalisé, comme il l'a écrit, que sa tribu était Israël. Et il était vraiment en colère contre les autres Juifs qui ne prenaient pas la parole. Je me suis surpris à penser, mince, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que tu faisais la même chose? Oui, je veux dire, je pense que ce que j'ai fini par comprendre et ce qui est vraiment devenu évident, c'est ce qui s'est passé à Hollywood après le 7 octobre. Il y a plusieurs catégories différentes. Je pense que ce qui a aggravé ce sentiment de frustration, c'est le manque de réciprocité. Je pense que beaucoup de gens ont ressenti que tous ces autres groupes de personnes, au cours des 10 ou 20 dernières années, ont eu des moments où ils avaient besoin de solidarité et de soutien. Et Hollywood avait été là pour eux, que ce soit pour les Juifs ou les non-Juifs. Et puis, quand c'était au tour des Juifs d'avoir besoin d'aide, il n'y avait plus personne. Donc, je pense que ça a clairement joué un grand rôle. C'était comme si j'étais là quand tu avais besoin de moi et maintenant, tu n'es plus là. Donc, cette absence a vraiment été ressentie très profondément et je sais qu'elle a été ressentie, en tout cas, par des gens de l'industrie qui, tu sais, ce qui m'a le plus frustré, ce n'était pas forcément ceux qui ne postaient pas de drapeaux israéliens, mais ceux qui, la deuxième semaine d'octobre, n'ont pas pu mettre leur nom sur une lettre disant « Libérez les otages », tu vois, parce qu'ils disaient ne pas pouvoir s'impliquer ou quelque chose comme ça. Pour moi, ça, je ne comprendrai jamais et pour moi, c'est vraiment inexcusable.
Je pense que ce qu'on a fini par constater, c'est que peu importe ton association ou ton niveau d'engagement en tant que juif, avant le 7 octobre en général, cela aurait dicté la réponse à laquelle on aurait dû s'attendre de ta part après le 7 octobre en ce qui concerne la façon dont ces gens d'Hollywood ont réagi. Donc, je pense qu'on était nombreux à attendre quelque chose de certaines personnalités juives qui n'avaient jamais pris la parole en faveur du peuple juif. Alors qu'ils n'auraient déjà pas pris la parole un jour ordinaire, on s'attendait malgré tout à ce qu'ils le fassent soudain dans un moment vraiment terrible, et on a été choqués qu'ils ne le fassent pas. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais en quelque sorte, que pouvais-tu attendre? Cette personne n'est pas un membre engagé de la communauté. C'est, vous savez, quelqu'un qu'on pourrait appeler un juif non pratiquant, qui est certainement juif par naissance et par association, mais qui ne vit pas sa vie quotidienne d'une manière juive significative. Il ne fait rien pour les causes juives, il ne pratique pas son judaïsme d'aucune manière que ce soit. Et ces personnes-là, on ne devait pas s'attendre à ce qu'elles répondent présentes le 7 octobre. D'une certaine manière, nous avons été agréablement, je ne veux pas dire surpris, mais c'était vraiment agréable de voir les personnes qui s'identifient vraiment et se sentent engagées en tant que juifs, qui n'avaient peut-être pas été aussi vocales auparavant, mais qui ont vu ce moment comme une occasion de s'exprimer. Nous avons vu cela. Nous avons vu les personnes dont je viens de parler, qui ne s'étaient jamais exprimées auparavant, ne le feraient jamais et ont continué à ne pas le faire. Et puis il y a ceux qui sont un peu au milieu. Et ce sont ceux-là. Je suis plus frustré par les personnes qui sont plus engagées. Ils auraient pu en dire plus, et par souci d'image, ou pour d'autres raisons, ils ne l'ont pas fait. Et ceux-là m'ont frustré. Donc pour moi, tout Hollywood n'est pas à mettre dans le même sac. Vous ne m'avez pas tous déçu. Comme tu l'as dit, l'acteur préféré de quelqu'un est souvent un sale ivrogne, donc tu seras déçu par certains. Pour moi, ce sont ceux dont j'attendais mieux. Tu as déjà été un allié pour d'autres personnes auparavant. Maintenant, c'est ton propre peuple. Tu as déjà animé, tu sais, des galas juifs auparavant. Quelle est ta position là-dessus? Ces gens-là m'ont vraiment frustré. Ouais, je pense que, tu sais, il y a une perception chez les non-artistes qu'il y a des répercussions à prendre la parole pour une cause impopulaire. Et évidemment, Israël est maintenant une cause impopulaire, hélas, tu sais, dans les cercles à la mode, et qu'il y aurait des répercussions. Je sais que dans d'autres domaines artistiques, comme la musique classique, il est très difficile de défendre Israël. Ceux qui l'ont fait reçoivent beaucoup de retours négatifs. Mais j'ai aussi entendu, et tu sais, quelqu'un comme Jennifer Goodwin, que tu as interviewé, tu sais, dans ton podcast, disait que ce n'est pas du tout vrai. Et elle, vraiment, tu sais, elle s'est vraiment investie dans son identité juive depuis le 7 octobre. Dans l'ensemble, est-ce aussi ce que tu as entendu? Oui, dans l'ensemble, il n'y a pas de mise sur liste noire des Juifs qui prennent la parole pour Israël. Ça n'arrive tout simplement pas. Je dirais que ce qui se passe, c'est ceci. C'est beaucoup plus une question d'enjeux commerciaux concernant certaines marques ou certains projets. Ils pourraient ne pas vouloir être associés à quelqu'un qui attire bruyamment et ouvertement l'attention sur n'importe quel type de problème, quel qu'il soit. Ce n'est pas une question de Juifs ou d'Israël. Il y a des gens, tout simplement, ils se disent « Moi, j'essaie de vendre, tu vois, des baskets. Je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un qui apporte autre chose que acheter ses baskets. » Comme l'actrice qui a joué Blanche-Neige. Une situation comme celle-ci. Tu sais, qui a été accusée d'avoir fait couler un film qui allait probablement échouer de toute façon parce qu'elle, tu sais, elle est devenue très engagée à gauche, tu sais, à gauche. D'accord. Mais pour moi, comme dans cette situation, peu importe vraiment le sujet, c'est que si tu choisis un sujet sensible et que tu apportes cette tension sur un projet commercial, les gens ne veulent pas de ces problèmes. Et je comprends ça parce que tu essayes de vendre quelque chose. Ce serait pareil si tu faisais ouvertement campagne pour Israël et que tu étais là, tu sais, en train d'essayer, encore une fois, de vendre des baskets ou quoi que ce soit, mais dire « Je soutiens fortement Israël, on ne peut pas engager ce type ». Je ne vois pas ça arriver. Et en fait, ce que je constate, c'est qu'il y en a tellement, une fois que tu relèves la tête et que tu lèves la main en disant « Oui, je fais partie des Juifs pro-Israël ». Tu retrouves dans tout le milieu des gens comme toi qui disent « D'accord, super, que faire ensemble? Quels sont les projets que nous essayons tous maintenant?
d'urgence de réaliser, de vendre et de raconter. Et tu le vois partout dans l'industrie, des cadres de studio aux producteurs, en passant par les scénaristes et les acteurs. Tous ceux qui se sentent concernés sont mobilisés d'une manière après le 7 octobre qu'ils ne l'étaient pas avant le 7 octobre, avec des enjeux et une urgence accrue. Et tu sais, c'est difficile de faire raconter et produire ces histoires pour plusieurs raisons, mais pas à cause d'une sorte de mise sur liste noire. Ce n'est pas parce que, genre, on n'aime pas Israël, on n'aime pas les Juifs, on ne racontera pas votre histoire. C'est plutôt que, si c'est difficile à raconter, c'est parce que, A, on a du mal à trouver le bon talent ou quelque chose pour raconter cette histoire juive. Donc, par exemple, la série Netflix Nobody Wants This. Pour moi, c'est l'exemple parfait de ce que nous devrions tous essayer de faire à Hollywood, ce qui est génial. Comédie romantique, contemporaine, avec de grandes stars, vraiment captivante. Et il se trouve que c'est entièrement centré sur les Juifs et à quel point les Juifs aiment être Juifs. Incroyable. Carrément parfait. Là où ça devient plus difficile, c'est si vous n'avez pas une Kristen Bell et un Adam Brody pour jouer dans votre série, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et peut-être que vous avez du mal à trouver cette personne parce qu'elle est nerveuse à l'idée de participer à un projet juif. C'est là que vous pourriez rencontrer ce genre de problème. Ou bien l'histoire que vous essayez de raconter est, je ne veux pas dire trop juive, mais c'est plutôt qu'elle n'est pas assez grand public comme œuvre de divertissement, qu'elle n'a pas ses propres mérites au-delà du fait d'être simplement une histoire juive importante. Parce que ça va coûter beaucoup d'argent à produire et vous allez avoir besoin d'un public large pour rentrer dans vos frais, non? Exactement. C'est un marché, non? Donc, ce n'est pas juste. Je fais ce film pour les 15 millions de Juifs sur Terre et j'ai besoin qu'ils le voient tous pour rentrer dans mes frais. Non, ça doit être. C'est une histoire vraiment captivante. Ce sont des personnages vraiment fascinants. Oh, et au fait, ils sont juifs. Et leur façon de parler, d'interagir et de vivre est juive. Ce sont le genre de projets sur lesquels il faudrait miser et qui sont développés en coulisses. Et des gens travaillent vraiment dessus. En ce moment, c'est un secteur difficile et il est dur de faire aboutir des projets. Hollywood évolue vite et il est plus difficile que jamais de créer des œuvres originales. Donc tout ça, ce sont plein de facteurs. Mais pour faire court, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit du genre « Oh, ce gars parle d'Israël ». On ne peut pas l'embaucher. Comme mentionné plus tôt, les Juifs ont joué un rôle central dans la création d'Hollywood, du cinéma, puis de la télévision. Nous l'avons créé. Oui, exactement. Même si le musée d'Hollywood ne voulait pas en parler au début, mais laissons cela de côté. Mais la représentation de la vie juive, autrement que comme une exception, une victime ou un groupe désireux de s'assimiler, n'était pas quelque chose que la plupart des Juifs d'Hollywood étaient particulièrement à l'aise ou intéressés à montrer. Vous savez, alors que les antisémites ont toujours été prompts à présenter Hollywood comme une institution juive, les Juifs d'Hollywood, à l'âge d'or d'Hollywood, voulaient être tout sauf des représentants des Juifs, ou même leurs défenseurs. Comme je l'ai dit, comme Ben Heck l'a découvert dans les années 1930, évidemment, le Hollywood des années 2020 est très différent. Mais selon vous, comment cette histoire a-t-elle influencé la réaction des Juifs dans l'industrie du divertissement face au 7 octobre et à la montée actuelle de l'antisémitisme dans le monde entier? Y a-t-il encore une certaine réticence, en dehors des facteurs de marché, à vraiment se plonger dans une histoire juive authentique? Vous savez, évidemment, ils ne s'inquiètent pas de ne pas être assimilés comme pouvaient l'être, disons, les patrons des studios dans les années 30. Mais pensez-vous qu'il y a une certaine réticence à raconter des histoires juives? Oui, vous venez d'aborder tous les aspects. Je veux dire, je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une sorte d'éthique héritée des années 30 ou, comme vous l'avez souligné, dans les années 30, et encore une fois, oui, c'est ce que je pense. Je comprends pourquoi les patrons de studios de l'époque ont changé leur nom de Shmuel Goldfish en Samuel Goldwyn. Vous savez, ce n'était pas tellement que c'était terrible d'être juif. C'était plutôt « je suis américain maintenant. Je suis venu m'installer ici après avoir quitté l'Europe de l'Est. Je veux faire partie du tissu de cette société. Nous sommes en train de créer cette culture américaine. » Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, le Hollywood classique est vraiment imprégné de récits et de morale juifs. Il ne l'appelait simplement pas comme ça. Ce n'étaient pas des histoires juives. Ainsi que de nombreux acteurs juifs. Oui, vous savez, bien sûr, partout, mais pas ouvertement juifs. Et généralement, ils jouaient des non-juifs. Vous savez, des gens comme Paul Muni,
qui incarnait toutes les ethnies sauf le juif qu'il était. Je comprends un peu pourquoi c'était comme ça à l'époque, et je pense que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'effet résiduel de ce sentiment qu'il fallait minimiser la judéité et qu'il fallait se dire « nous sommes simplement Américains ». Nous le sommes, et je pense que c'est en quelque sorte la base. Et puis je pense que depuis cette époque, ce qui a aussi aggravé cela, c'est cette peur non remise en question de « eh bien, si nous l'affichons trop ouvertement, ils vont dire « les Juifs contrôlent ceci et les Juifs font cela », ce à quoi je réponds toujours « ils le disent de toute façon, alors autant en tirer quelque chose ». Vous savez, j'ai en fait eu cette conversation, ce même échange avec Jason Alexander sur mon podcast, et il a expliqué, je lui ai un peu demandé pourquoi, il a expliqué, eh bien, je pense qu'il y a cette peur. Et j'ai dit, eh bien, ils le disent de toute façon. Alors pourquoi ne pas simplement le faire? Il a réagi en disant, tiens, je n'y avais pas pensé. Je ne crois pas que cela ait vraiment été remis en cause. Je pense qu'une grande partie est héritée. Je pense que c'est simplement la façon dont Hollywood fonctionne depuis longtemps. On ne veut pas donner l'impression qu'on est aux commandes parce qu'ils disent tous qu'on contrôle tout. Donc, tout pouvoir que nous avons, nous ne devrions pas vraiment l'utiliser pour notre propre bénéfice. Nous devrions nous assurer de toujours mettre les autres en avant, ce qui est très bien. C'est bien de mettre les autres en avant, mais nous ne faisons souvent pas partie de ceux qu'on met en avant. Et puis encore, je pense qu'il est aussi important de noter encore une fois que beaucoup de Juifs à Hollywood ne sont déjà pas des Juifs engagés. Donc encore une fois, s'attendre à ce que ces personnes soient celles qui portent, vous savez, les projets juifs, les priorités juives et qui mettent en avant les voix juives, ils ne vont pas le faire. Ils ne se voient pas dans ce rôle. Ils ne considèrent pas cela comme leur responsabilité. Vous savez, je ne serais pas surpris que dans 1 ou 2 générations, leur famille ait complètement perdu leur lien avec le judaïsme. Ce sont ce genre de juifs éloignés. C'est le cas de beaucoup de juifs d'Hollywood. Beaucoup de juifs américains, n'est-ce pas? Oui, j'allais dire que c'est la plus grande catégorie démographique du monde juif, ce que les démographes appellent les juifs sans religion. Exactement. Donc, disons que c'est quelque chose, je crois qu'à Los Angeles, c'est quelque chose comme 40% ou 30%. Donc, on pourrait penser qu'à Hollywood, il pourrait y avoir un pourcentage similaire, que beaucoup de Juifs, pour ainsi dire, comme on en parle, ne comptent même pas vraiment comme Juifs en termes de responsabilité ou de priorité juive au sein de l'industrie. Oui, cela m'amène à ma prochaine question qui... Vous savez, je pense que l'un des plus grands éclairages sur la judéité moderne était la phrase de Cynthia Oziek selon laquelle l'universalisme est le particularisme des Juifs. Et c'est quelque chose que j'aimerais explorer avec vous. Le fait de défendre des valeurs universelles est évidemment une partie importante du judaïsme, mais ce n'est pas tout. Cet aspect de la civilisation juive paraît être celui auquel la majorité des Juifs américains, élevés avec des valeurs politiques et sociales libérales, peuvent le plus facilement rester attachés. Et c'est la base de beaucoup de bonnes choses accomplies par les Juifs en Amérique et ailleurs. Mais cela les a aussi désarmés lorsqu'il s'agit de se défendre eux-mêmes. Beaucoup de Juifs, même parmi ceux qui assument le plus ouvertement leur identité juive, surtout dans les arts, semblent bien plus intéressés par le point de vue de l'autre que par la perspective des Israéliens ou des Juifs. C'est très positif, en un sens, pour promouvoir le dialogue en soi. Mais cela n'aide pas à défendre les Juifs dans leur état assiégé, submergé de critiques, de libelles de sang et de tentatives de délégitimation. Même après le 7 octobre, leur demander de défendre les Juifs de la même manière que d'autres groupes se défendent eux-mêmes semble très difficile pour eux. Est-ce l'une des raisons pour lesquelles la réaction des Juifs du monde artistique face à la crise actuelle a, eh bien, selon beaucoup de personnes dans le public, été si décevante? Je pense que c'est une observation très pertinente et je pense que la réponse est oui. Je pense que c'est une version très américaine du judaïsme, cette idée que le judaïsme se résume à tikkun olam, du début à la fin. C'est tout ce qu'il y a. Et bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'est le judaïsme. C'est certainement un aspect important du judaïsme et une belle partie, comme tu l'as dit, une partie de ce qui a fait de nous un élément si dynamique dans toutes les sociétés où nous avons vécu, c'est la façon dont nous nous soucions des autres. Je veux dire, c'est l'un de nos commandements principaux, répétés de 100 façons différentes dans toute la liturgie et les écritures juives. Tu sais, prends soin de l'étranger, prends soin de la veuve, prends soin de l'orphelin, prends soin de ton ennemi, prends soin de ceci, cela, c'est extrêmement important, point final. Et ce n'est pas tout. Il faut l'ensemble. Nous sommes bien plus que ce seul ensemble de valeurs quand il s'agit de qui sont les Juifs.
Et si toute votre définition de ce que c'est qu'être juif se résume à la justice sociale, alors votre foi, votre tribu, ce ne sont pas vraiment les juifs, c'est la justice sociale. Vous ne faites finalement qu'ajouter une kippa. Oui, enfin, j'ai regardé votre épisode avec Jason Alexander. Et lui, vous savez, il est super. Il est tellement talentueux et il s'est vraiment engagé, vous savez, tout au long de sa carrière, à défendre les causes juives. Mais j'ai trouvé intéressant quand il a parlé de sa réticence à simplement prendre la parole pour, vous savez, un enfant qui était otage. Vous savez, au début, au lendemain du 7 octobre, mais il voulait parler des enfants en général, ou du moins, il était gêné de ne mentionner que les victimes israéliennes et pas aussi les Palestiniens victimes. Et j'ai dit, eh bien, vous savez, je comprends ça, mais en même temps, ce n'est pas non plus ce que quelqu'un de l'autre côté va penser à faire. Oui, et il n'est pas le seul invité que j'ai eu qui a exprimé un sentiment similaire, vous savez, en révélant cela. Encore une fois, c'est sûrement quelque chose rarement remis en question, un instinct naturel de devoir partager. Waouh, je ne fais pas de communautarisme ici. Je ne privilégie pas les Juifs. Dieu m'en préserve d'être uniquement pour eux. Exactement. Dieu m'en garde que quelqu'un pense que j'ai, vous savez, une allégeance envers un groupe de personnes plutôt qu'un autre. Et je veux dire, je pense que c'est normal de mettre sa famille en premier dans la vie, vous savez, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. Et ce n'est pas non plus un jeu à somme nulle. Vous savez, vous pouvez faire une vidéo pour un otage, puis faire autant d'autres vidéos pour qui vous voulez. Mais il ne devrait pas y en avoir. Je crois que vous n'avez pas à hésiter ou à remettre en question votre envie d'être présent pour votre communauté quand elle en a besoin. Je pense que personne n'a à s'excuser pour ça. C'est tout à fait naturel. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, non seulement l'autre côté de cette équation n'a pas ses scrupules, mais aucun autre groupe n'a ses scrupules. Vous ne verrez pas un Américain d'origine asiatique dire « Oh non, les Américains d'origine asiatique sont attaqués ». Je ne sais pas si je devrais dire quelque chose, parce qu'il faut aussi penser aux autres groupes. Est-ce qu'ils se demanderaient, vous savez, est-ce que j'en ai assez fait pour eux? Non, c'est plutôt, vous m'attaquez, je vais défendre mon groupe. C'est très naturel. C'est contre nature de se sentir obligé de s'en excuser pour ça. Encore une fois, il s'agit d'un « et » plutôt que d'un « ou ». Ce n'est pas forcément un jeu à somme nulle. C'est moi ou personne, mais il est normal de donner la priorité à les siens, à sa propre identité. C'est naturel, c'est ce que nous sommes, il n'y a rien de mal à cela. Oui. Eh bien, en parlant de famille, nous vivons dans une culture politiquement divisée. Je pense que chaque famille juive, comme chaque famille américaine, a ses divisions sur la politique, ainsi que sur Israël depuis le 7 octobre. Vous faites partie d'une famille de personnalités très en vue, très connues, qui n'hésitent pas à exprimer leurs opinions. Et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, votre frère Ben a pris une position publique sur Israël qui est très différente de la vôtre, ou de celle de vos parents, je pourrais ajouter. Comment gérez-vous ces différences? Y a-t-il un moyen de le faire sur des questions d'une importance capitale sans nuire aux relations? Parce que même si vous décidez de ne pas parler de certains sujets, et je pense que, vous savez, nous avons tous des familles, et vous savez, à Thanksgiving ou à Pâques, vous savez qu'il y a une trêve politique. Et s'il n'y a pas de trêve politique, vous savez, il peut y avoir des problèmes. Mais si vous ne parlez pas de ce qui vous tient à cœur, ce silence peut entraîner des malentendus, tout comme les disputes. Totalement. Donc je pense, encore une fois, que tes questions, tu es presque en train d'y répondre toi-même avec toutes tes questions parce qu'elles sont tellement pertinentes, Jonathan. C'est très juif de poser une question par une autre question. Oui, tu sais, donc tu as absolument raison, quoique chaque fois que tu as une relation à laquelle tu tiens et qu'il y a un désaccord ou une différence, si tu veux préserver cette relation, tu dois mettre la relation en priorité. Mettre une relation en priorité, c'est communiquer. Ça veut dire communiquer au sein de la relation en disant « Hey, tu es quelqu'un qui compte pour moi. Je veux clarifier quelque chose. Je veux m'assurer qu'on se comprend bien. Je t'aime. C'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, mais tu restes toi. Je reste moi. On peut t'en parler. Et je pense que le simple fait d'avoir cette conversation
Et tu sais, j'ai déjà parlé dans mon émission de la façon d'avoir ces conversations profondes et longues. Il faut que ces conversations soient profondes et longues. Ce genre de relation dont je parle, ce n'est pas pour ton ancien colocataire de fac à qui tu envoies parfois un tweet. C'est autre chose. Tu sais, mon test décisif, c'est toujours, si tu n'irais pas dîner avec cette personne, sauf pour débattre d'Israël ou autre chose, ce n'est pas la relation dans laquelle tu devrais investir pour essayer de la sauver en ce moment. Mais si c'est quelqu'un que tu voudrais vraiment voir et avec qui tu voudrais passer du temps de toute façon, alors vas-y, va le voir et sois avec lui. Accorde-toi cet espace et cette conversation où chacun peut exprimer honnêtement et sereinement son point de vue. Et puis, quand vous arriverez au bout de cette discussion, vous n'allez pas forcément changer l'avis de l'autre. Je trouve qu'en général, personne ne change d'avis après une conversation, tu sais, mais vous en venez à comprendre le point de vue de l'autre. Et ça te permet de dire « D'accord, je comprends ». Tu te dis que cette personne n'est pas un monstre complètement fou. Tu vois, ils constatent que je ne suis pas un maniaque génocidaire, contrairement à leur plus grande crainte. Nous sommes simplement des personnes avec des opinions différentes pour diverses raisons. Et maintenant, nous pouvons reprendre le cours de nos vies. Et si on veut en reparler une autre fois, on peut. On n'est pas obligé. On ne le fera probablement pas parce que, tu sais, on sait qu'on n'est pas d'accord. Et on préfère juste profiter d'être ensemble comme on le fait d'habitude et préserver cette relation. Mais on sait que le dialogue reste ouvert et qu'il n'y a pas ce questionnement caché, cette tension cachée, ce soupçon caché du genre « Qu'est-ce que cette personne pense? Qu'est-ce qu'elle dit dans mon dos? Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de tout ça? » Parce que tu l'as dit ouvertement et ensuite tu peux un peu laisser ça de côté, continuer ta vie et ne pas prendre sur toi la responsabilité émotionnelle de ce que pense cette personne. Tu dois juste entretenir une relation avec une personne importante pour toi. Donc, je pense que non seulement c'est tout à fait possible de le faire face à n'importe quel profond désaccord avec une personne à laquelle tu tiens, mais c'est aussi essentiel de le faire. Et tu sais, faire ça est à la fois réparateur et vital. Et regarde, encore une fois, il faut préciser que ça demande d'être deux pour danser le tango, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vraiment, tu sais, s'est tourné de façon tellement destructrice dans une certaine direction, qu'ils viennent vers toi et qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec toi et qu'ils disent des choses horribles sur toi. Et tu sais, tu n'as pas besoin de ça. Donc, ça ne peut fonctionner, une relation ne marche que si les deux personnes veulent qu'il y ait une relation. Et malheureusement, j'ai la chance de ne pas avoir été confronté à ça. Mais je connais beaucoup de gens, comme toi, j'en suis sûr, comme la plupart des Juifs aujourd'hui, qui ont soit vécu ça eux-mêmes, soit connaissent quelqu'un de proche qui l'a vécu. Ils ont des histoires terribles d'amis très proches qui coupent les ponts, tu sais, parce que « Ah, tu vas soutenir Israël, c'est fini entre nous », ce qui pour moi, malheureusement, est inconcevable que ça puisse arriver. C'est tellement brutal. Tu ne peux rien y faire. Si quelqu'un est horrible, c'est leur problème. Et ils devront vivre avec ça, qu'ils arrivent à dormir ou non. Mais j'espère que tu es dans une situation où lorsque tu te montres vulnérable et que tu mets la relation en premier, pas la dispute, pas le contenu, l'objectif n'est pas de changer la vie de l'autre, mais de voir comment on se perçoit et reste connecté dans une relation importante. J'espère que tu pourras préserver cette relation. Oui, je pense que c'est un très bon conseil. Je pense que le problème, c'est que notre culture générale, tu sais, va dans l'autre sens et continue d'aller dans cette direction. Je me souviens avoir entendu des rabbins dire, tu sais, après 2016 et cette élection présidentielle, qu'il y avait des couples qui divorçaient à cause de ce qu'ils ressentaient vis-à-vis de Trump. Je me suis dit que c'était fou. Il y a bien de meilleures raisons pour lesquelles des couples mariés se disputent, tu sais, plutôt que la politique. Mais pourtant, c'est bien réel. Et je pense que, tu sais, ça s'est répercuté sur chaque sujet. Mais c'est certain, depuis qu'Israël est devenu un sujet aussi central dans la culture, je pense que ça pousse les gens dans ces directions négatives, où ils ont presque l'impression de perdre leur carte de solidarité avec le camp auquel ils appartiennent. S'ils ne sont pas en colère contre des proches ou des personnes qui leur sont très proches quand ils sont en désaccord avec eux. Oui, c'est une fausse réalité, non? Les réseaux sociaux, comme une grande partie de notre vie actuelle, relèvent d'une réalité virtuelle ou fausse. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'idée selon laquelle nous n'avons pas notre mot à dire sur la façon dont nous menons le dialogue les uns avec les autres,
ou que à cause de ce qui s'est passé en 2016, et je suis d'accord pour dire que je pense que l'ascension de Donald Trump a vraiment ouvert cette horrible incivilité. Dans la façon dont nous jugeons désormais acceptable de nous parler et de nous percevoir les uns les autres. Dans ce pays, et puis en grande partie dans le monde entier, cela a vraiment commencé au cours des 10 à 15 dernières années. Nous n'avons pas besoin de le faire parce que c'est un peu dans l'air du temps et nous voyons d'autres personnes le faire à la télévision, dans notre politique, sur les réseaux sociaux et autour de nous. On suppose que c'est ce qu'on fait maintenant. Mais nous pouvons choisir de ne pas le faire, de la même manière que nous sommes en train de perdre l'esprit critique comme compétence. Ce n'est pas que nous ne sommes pas capables d'avoir une pensée critique. On constate simplement que beaucoup de gens ne le font pas. Et donc, nous continuons sans même, c'est inconscient bien sûr, mais nous ne... Oh, je suppose que je n'ai pas besoin de participer à cela. Je peux simplement lire quelque chose en ligne et supposer que c'est exact, puis commencer à en parler sans avoir fait la moindre réflexion critique. Nous devons continuer à marteler ici en disant « Eh non, il y a un choix que vous pouvez faire ici. » Nous pouvons simplement nous parler de manière civilisée. Nous pouvons nous voir les uns les autres comme des êtres humains. Il y a tellement plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Ce que nous faisons généralement maintenant, c'est que nous allons trouver la seule chose sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. C'est comme si nous avions un repas entier devant nous. Nous sommes d'accord sur le plat principal. Nous sommes d'accord sur le dessert. Nous sommes d'accord sur l'entrée. Donc il y a comme un petit poids dans l'accompagnement sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons faire de tout le repas une histoire de ce petit poids. Et si nous ne pouvons pas être d'accord sur ce petit poids, tu n'existes plus pour moi. Et ce n'est tout simplement pas une façon de passer un bon repas. Et d'une certaine manière, nous abdiquons notre responsabilité là-dedans, alors que nous pouvons choisir de nous comporter de façon plus respectueuse et plus positive, d'une manière qui crée réellement quelque chose de bon, au lieu de simplement suivre le courant et de laisser les choses s'éteindre et se désintégrer en discours haineux, en division et en polarisation. Nous pouvons choisir ici. Nous pouvons faire un choix. Ce n'est pas une loi de la nature que les êtres humains doivent être polarisés les uns contre les autres et se détester dans des camps séparés. Personne n'a jamais dit que ça devait être comme ça. Oui, c'est un peu comme ça que la culture évolue. Je sais, vous savez, je faisais un programme de débat avec mon vieil ami J.J. Goldberg, qui a été rédacteur de longue date au Forward. Et nous faisions ces débats gauche-droite. Le principe était que, vieux amis, nous pouvions discuter civilement, et nous l'avons fait partout en Amérique du Nord, y compris à Yershu, où était le rabbin Wolpe. Mais ce qu'il y avait de curieux, c'est que nous débattions d'Israël et de toutes sortes d'autres sujets. Et à la fin, nous rappelions aux gens qu'ils avaient plus de choses en commun, vous savez, que de choses qui les divisaient. Mais souvent, la réaction du public était de dire « Vous n'êtes pas vraiment si en désaccord que ça ». Et vous savez, nous répondions « Mais est-ce que vous écoutiez ?» Nous n'avons fait que nous opposer, mais ils réagissaient au ton. Nous ne nous crions pas dessus, nous rions ensemble. Parfois, nous nous taquinions, mais nous parlions avec respect. Et ils avaient été conditionnés à penser que si c'est ce que vous faites, alors vous n'êtes pas vraiment en désaccord. Exactement. C'est un muscle qu'on oublie comment utiliser, mais on l'a. On en est capable. Nous l'avons toujours eu. C'est juste que, comme tu le dis, la culture nous donne la permission de laisser ce muscle s'atrophier. Donc, il faut simplement continuer à encourager nos semblables, hommes, femmes et membres de la communauté, à utiliser ce muscle. Pas seulement parce que ça fait du bien ou que c'est la bonne chose à faire. C'est mieux pour tout le monde. Je veux dire, c'est une expérience tellement positive. Il n'y a aucun inconvénient. Il n'y a aucun inconvénient. Non, il n'y en a pas. Je dirais aussi qu'il n'y a plus vraiment de marché, même au sein de la communauté juive, pour ce type de débat, comme nous l'avons constaté. Je ne sais pas. Je viens de regarder un bon débat. J'ai pensé que beaucoup de gens avaient suivi le débat entre Darrow Horn et Deborah Lipstadt. Le débat Sapir a aussi suscité pas mal d'intérêt. Oui. Non, écoute, je ne dis pas que c'est impossible, mais il me semble, d'après mon expérience, qu'il y a un peu moins d'appétit pour ça qu'avant, simplement parce que les gens se sont tellement énervés à propos de tout. Mais aussi, tu sais, ça m'amène à ma prochaine question, c'est une chose de parler de donner la priorité aux relations et à la famille quand il s'agit de désaccords au sein de la famille. Mais où plaçons-nous la limite en tant que communauté? Tu as parlé à maintes reprises de l'importance de l'inclusion.
Mais une réponse à cela pourrait être que si tout ce que nous défendons, c'est l'inclusion, alors on ne peut pas vraiment, tu sais, ça doit vouloir dire qu'on ne défend vraiment rien. Où devons-nous tracer les limites en tant que communauté? Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans ma carrière de journaliste, c'est que tout le monde veut tracer des limites. C'est juste qu'ils ne sont pas d'accord sur l'endroit où la limite doit être tracée. C'est évidemment une question vaste. Je pense que même si les limites sont tracées, et bien sûr, comme vous le dites, il y a une limite pour tout, la porte doit toujours rester ouverte. Donc je voulais dire cela. Nous devons toujours offrir une porte de sortie. Il devrait toujours y avoir une porte de sortie. Si et quand vous êtes prêt à changer d'avis, notre porte est ouverte. Pour moi, c'est très important. Mais je ne pense pas que cela signifie forcément qu'il n'y a pas de limite. Tout le monde est toujours le bienvenu. Je pense, et j'en ai déjà parlé, je vais vous donner un exemple au sein d'une organisation juive. La question a été posée. J'étais avec des responsables d'organisations juives. Où devrions-nous fixer une limite concernant les personnes antisionistes travaillant au sein des organisations juives? Et j'ai personnellement estimé que vous êtes tout à fait dans votre droit de fixer une limite. Si vous êtes une organisation juive dont la mission est, d'une certaine manière, l'essor du peuple juif ou le soutien à tel ou tel aspect du judaïsme ou du peuple juif, dire « Écoutez, si vous êtes d'une certaine manière contre l'existence de la patrie juive, cette organisation n'est pas faite pour vous. Allez en paix. Travaillez ailleurs si c'est mieux pour vous. Si vous changez d'avis, un poste vous attend. Venez aux offices si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de travailler ici. » Et ça, je pense que c'est complètement kosher. C'est tout à fait normal. Je pense que ce genre de limite doit être posée. Et au sein de votre synagogue, vous savez, les gens vont un peu tracer leurs propres limites eux-mêmes. Vous savez, si je suis dans une synagogue où l'on fait la prière pour l'État d'Israël et où l'on prie pour les soldats d'Israël chaque week-end, si vous êtes quelqu'un qui met les autres mal à l'aise à ce sujet, ou si cela vous met mal à l'aise, vous allez tracer votre propre limite pour savoir si vous voulez partir ou non. La synagogue ne vous dira jamais de partir. La porte est toujours ouverte, mais si vous, Ou du moins, elle devrait l'être. du moins, elle devrait l'être. Mais tu décideras par toi-même. Je ne peux plus être ici. Ce ne sont pas mes valeurs. Et tu traceras ta propre limite. Et si ce n'est pas pour toi, alors tu peux partir en paix, aller ailleurs. C'est ici si tu changes d'avis. C'est ça l'état d'esprit pour moi. On est là si tu changes d'avis. Mais si quelque chose compte vraiment pour toi et va à l'encontre de ce qui est essentiel pour nous, cet endroit n'est peut-être pas pour toi. Oui, je pense que, tu sais, c'est un point très important parce que, tu sais, la question de tout pouvoir être débattue, même dans une communauté aussi diverse que les Juifs. Tu sais, c'est facile de dire qu'on peut tous être en désaccord sur, tu sais, quels devraient être les taux d'imposition. Mais quand il s'agit de la destruction du seul État juif sur la planète, où vit la moitié des Juifs du monde, considérer cela comme un sujet de débat, tu sais, je peux te dire, pour ma part, je suis prêt à débattre de presque tout, mais je ne veux pas débattre de ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ma réserve, c'est que je pense qu'il est important, surtout avec les jeunes juifs, de s'assurer qu'il y a de la place dans ces espaces pour avoir des conversations, poser des questions et soulever des objections. Je pense que c'est vraiment important parce que si on ne crée pas cet espace, on crée essentiellement une dichotomie où c'est soit tu aimes Israël. Et si tu n'aimes pas Israël, ça veut dire que tu dois être de l'autre côté, ce qui signifie que tu vas être du côté de ceux qui détestent Israël, que tu le détestes vraiment ou non. Et on ne veut pas créer cette dichotomie. On ne veut pas que ce soit tout ou rien. Soit tu es en parfait accord, je suis amoureux de l'État d'Israël, quoi que ça veuille dire pour mon rabbin, ça veut dire la même chose pour moi, soit je m'en vais. Il faut trouver un juste milieu où l'on puisse exprimer son malaise. Parce que je veux dire, on sait que les gens sont nourris en permanence de ce bruit anti-Israël toute la journée, partout autour d'eux, surtout les plus jeunes. C'est partout sur les réseaux sociaux, c'est dans les écoles, c'est partout parmi leurs amis. Et si on ne leur donne pas un endroit où ils peuvent venir, se tromper ou poser des questions, on va les perdre. Et je pense que c'est vraiment crucial qu'on crée cela. Et pour être honnête, il y a aussi des adultes comme ça. Des adultes qui, vous savez, n'ont pas reçu d'éducation et qui reçoivent la même chose. Vous savez, ils s'éduquent en même temps que leurs enfants en ce moment et on les abreuve des mêmes choses. Nous devons nous assurer qu'il y a un espace pour qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations. Mais en fin de compte,
Je pense qu'il y aurait deux lignes à tracer. La première, c'est est-ce qu'Israël devrait exister ou non? Pour moi, ça semble être une limite assez claire. On peut débattre de la politique. Comme je le dis, personne ne critique Israël autant que les Israéliens chaque jour. Absolument. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais vous savez, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que, vous savez, les Juifs doivent pouvoir se gouverner eux-mêmes et qu'il y a un endroit sur Terre auquel nous avons tous un lien collectif. Et qu'il y a certaines choses, encore une fois, d'organisation où ce n'est pas approprié. Si ma déclaration de mission est ceci étant, vous savez, ici, nous faisons de l'éducation sur Israël et nous organisons des collectes de fonds pour récolter de l'argent pour un kibbutz en Israël. Si ce n'est pas votre truc, cet endroit n'est sans doute pas pour vous et inutile de débattre. Doit-on récolter de l'argent pour le kibbutz Be'eri? Si cela vous dérange autant, ce n'est pas l'endroit pour vous. Oui, je pense que c'est vrai. Et honnêtement, je pense que tu sais, Israël ou pas, Israël est vraiment le seul sujet en ce moment. Tu sais, les questions sur où la frontière devrait être. Tu sais, toutes ces choses qui étaient vraiment pertinentes il y a 20 ou 30 ans, je ne pense pas qu'elles le soient encore aujourd'hui. Et certainement pas après le 7 octobre. Intéressant, je suis curieux de savoir pourquoi tu ressens ça. Je ressens cela car j'ai participé au débat ces 30 dernières années. De savoir si Israël doit exister ou non. Je pense que c'est la seule vraie question en ce moment. Parce que je pense que pendant longtemps, c'était un peu la communauté juive. Israël lui-même était très divisé à propos, vous savez, de la politique du processus de paix. Et cela se reflétait dans la discussion ici aux États-Unis. Mais on ne parle vraiment plus de ça maintenant, on parle de, vous savez, quelque chose de beaucoup plus fondamental. Vous savez, l'antisionisme n'était pas quelque chose qui était, disons, débattu ou, vous savez, considéré comme normatif. Sur les pages éditoriales, disons, du New York Times, il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, c'est devenu très normatif. C'est ce qu'ils font. C'est en grande partie l'argument avancé. Et à ce stade, je pense que c'est un peu la seule chose sur laquelle nous devrions nous concentrer. Je veux dire, tu sais, parce que c'est là où nous en sommes. Tu sais, c'est là où les événements nous ont menés. Je suppose que ma lecture est un peu différente, pour reprendre ton exemple du New York Times, par exemple. Tu sais, quand il parle d'antisionisme, je vois deux choses. D'une part, je le vois, tu sais, comme étant essentiellement un mouvement de haine. Et il n'y a pas vraiment de débat intellectuel ou de discours significatif qui a lieu. C'est, tu sais, de la haine des Juifs basée sur la diffamation, comme nous l'avons vu chez les Soviétiques, tu sais, au siècle dernier. Ou bien, c'est une sorte de mauvaise définition du sionisme en le réduisant à la manière dont le gouvernement de droite de Binyamin Netanyahou dirige le pays et en assimilant tout Israël à cela. D'une manière que je pense, tu sais, si on claquait des doigts et qu'il y avait un gouvernement totalement différent, faisant quelque chose de totalement différent, je pense que la conversation, sa nature changerait. Est-ce que je pense que le sentiment changerait? Pas forcément, mais je pense que la nature de ce qui serait discuté changerait. Si vous ne voyez pas un gouvernement qui était perçu, du moins, comme vous savez, permettant ou soutenant la violence des colons, ou avoir des ambitions de prendre le contrôle de Gaza, du Liban et de la Cisjordanie. C'est la perception de ce gouvernement actuel, du moins. Donc, je pense que les choses pourraient éventuellement changer au niveau du discours s'il y a un changement de gouvernement plus tard cette année, mais nous verrons bien. Eh bien, je vais vous contredire là-dessus, parce que je ne pense pas qu'un gouvernement imaginable puisse être élu cette année. Et évidemment, vous savez, les Israéliens sont très divisés au sujet de Netanyahou, mais ils ne sont pas divisés au sujet de la guerre. Ils ne sont pas vraiment divisés au sujet de la guerre, vous savez, contre l'Iran, ou de la guerre contre le Hamas. Vous savez. Et après tout, si Netanyahou est resté au pouvoir, vous savez, pendant toutes ces années, c'est qu'il a remporté tant d'élections. Ce n'est pas parce que, vous savez, ce n'est pas un complot, c'est parce que l'autre camp a en quelque sorte perdu le débat. Et vous savez, si ce n'est pas Bennett et que vous avez Lapid, vous savez, leurs politiques sur la guerre ne seront pas si différentes. Et je pense que si vous regardez de plus près beaucoup de gens, je prends juste l'exemple du New York Times.
Je suppose, qui vient de gagner le prix Pulitzer? Vous pouvez passer en revue la liste de leurs rédacteurs, leurs responsables de la rubrique idées, qui vient d'écrire cette critique de livre complètement folle, une critique d'un livre sur le Bund. Vous savez, en gros, dire que toute personne qui pense que, vous savez, le sionisme est complexe, que vous savez, Israël est essentiel à l'identité juive, est, vous savez, folle. Je ne pense pas qu'ils ne verront d'un bon œil aucun gouvernement qui pourrait être élu en Israël. Eh bien, je veux dire, la dernière partie que tu viens de dire fait écho, tu sais, au premier point que j'ai soulevé. Et pour moi, c'est juste une autre forme de haine des Juifs. Si tu me dis que c'est inconcevable. Forme de haine des Juifs qui n'apparaissait pas sur la page éditoriale du New York Times. Tu sais, à l'époque où, les libéraux débattaient avec les conservateurs, avec quelqu'un comme Anthony Lewis, eh bien, il a été remplacé par ces types-là. Oui, ce n'est pas génial, je veux dire, c'est ça. Oui. Vous savez, l'antisionisme. Nous avons été mal préparés à faire face à cette forme spécifique de haine des Juifs. Nous n'avons pas appris en tant que société, en tant que communauté juive, comment cela fonctionne, comment le reconnaître. Je veux dire, nous, je ne suis pas. Je ne suis sûrement pas la première à le dire, mais nous avons consacré tout notre temps et nos ressources à enseigner. La haine des Juifs équivaut à la Shoah. Vous voyez, c'est à ça que ça ressemble, c'est ce que c'est. Je sais reconnaître un nazi, mais sinon je ne sais pas comment savoir si vous êtes antisémite. Et nous n'avons consacré ni temps, ni argent, ni ressources à l'enseignement. Par exemple, l'antisémitisme soviétique, l'antisionisme et à quoi cela ressemble, et comment les Juifs eux-mêmes, dans la Russie soviétique, ont été cooptés pour démanteler leurs propres institutions. Et nous n'avons pas cette familiarité, nous n'avons pas cette capacité à reconnaître ces schémas, et donc cela se produit en ce moment même à travers les normes sociales, ce qui est souvent la manière dont la haine des Juifs parvient à opérer. Nous essayons actuellement de rattraper notre retard. Je pense que c'est un point très important. Permettez-moi de revenir un instant au film, ou du moins à quelque chose qui s'y rapporte. Une question liée au cinéma en 2024. Vous faisiez partie d'un groupe de créateurs juifs ayant écrit à l'Académie des arts et des sciences du cinéma pour contester les nouvelles règles des Oscars. Concernant l'inclusion, vous demandiez que les Juifs soient inclus parmi les groupes sous-représentés concernés par ces règles. Je ne pense pas que vous soyez allé très loin avec cela, même si vous pouvez me corriger si je me trompe. Mais est-ce que la diversité, l'équité et l'inclusion peuvent? Ce qui, en pratique, même si certains pensent que ce n'est vrai qu'en théorie, traite Israël et les Juifs comme des oppresseurs blancs, ce qui est au cœur des raisons pour lesquelles tant de progressistes se sont retournés contre Israël. Est-ce que cela peut vraiment inclure les Juifs quand ceux qui s'en préoccupent considèrent les Juifs comme faisant partie de la classe des oppresseurs et ne peuvent pas vraiment être des victimes? C'est, vous savez, une question tellement essentielle. Je sais que vous, mes amis et alliés noirs, pensez que la diversité, l'équité et l'inclusion sont incroyablement importantes pour eux et que ils sont très contrariés et se sentent blessés. Quand ils entendent des voix juives vouloir tout supprimer, ils se demandent « Et nous, qu'en pensez-vous » D'un autre côté, je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment à quel point la DEI a, en fait, comme vous le soulignez, été instrumentalisée d'une manière qui exclut l'une des plus petites minorités ethniques de la planète, ce qui est insensé. Donc, c'est difficile pour moi d'imaginer, en quelque sorte. Existe-t-il une version où nous devrions avoir un programme ou une vision du monde DEI fonctionnelle, où la diversité et l'inclusion incluent les Juifs comme une minorité ethnique diverse? Absolument, une fois que vous comprenez qui sont les Juifs et ce qu'ils sont, ils s'intègrent tout à fait naturellement dans un tel cadre. Mais si nous continuons, en tant que monde, à avoir cette incompréhension totale de qui sont les Juifs et de ce qu'ils sont, notamment à travers le récit binaire d'oppresseurs et d'opprimés, et vous savez, en lien avec cela, cette catégorisation totalement erronée et cette incompréhension des Juifs, considérés en grande partie comme une classe de personnes riches, blanches et européennes. Ce qui non seulement est inexact, mais ne reflète même pas, même de façon erronée, la majorité des Juifs dans le monde qui ne se présentent même pas comme blancs. Ce qui est tellement exaspérant, vous savez, c'est ça le vrai problème. Donc je pense que, vous voyez, si on pouvait appuyer sur un interrupteur, et que tout le monde se disait « Ah, vous voulez dire que les Juifs sont en fait cette tribu d'Israël qui a été exilée et dispersée à travers le monde. »
Nous sommes comme les pinsons des Galapagos, chacun évoluant différemment sur des îles distinctes à cause de l'évolution. Nous nous sommes dispersés, donc certains ont un bec plus long, d'autres mangent ce type de noix selon l'endroit où nous avons grandi. Mais on vient tous du même groupe d'origine. Et ça, vous savez, Israël, où plus de 50% d'entre nous vivent, ce n'est même pas la majorité des personnes qui viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Exactement. Ce sont des faits vraiment basiques. Et si cela était compris, alors ça se répercuterait dans la DEI. Je pense que c'est vraiment la pièce manquante. Je ne pense pas que la DEI elle-même soit irréparable ou soit un mécanisme cassé. C'est la façon dont les Juifs sont compris qui est défaillante. Si nous corrigeons cela, beaucoup d'autres choses pourraient s'arranger. Dans ce parcours juif public que tu as entrepris, quelle est la chose la plus surprenante que tu aies apprise sur tes collègues artistes et sur la façon dont ils se sont positionnés face au monde tel qu'il est depuis le 7 octobre? Et qu'est-ce qui t'a le plus déçu? Oh là là, c'est une grande question. Je réponds d'abord à la deuxième question car elle me semble plus facile. Je veux dire, je suppose que ce qui continue de me décevoir, c'est que les gens se dérobent à leurs responsabilités en ce moment. Et vous savez, ça me dérange. Je ne pense pas que tout le monde sur Terre doive, vous savez, monter au sommet d'une montagne et crier dans un mégaphone à propos des Juifs et défendre les Juifs. Mais je pense que chacun doit être un ambassadeur des Juifs dans sa propre vie et dans sa propre sphère d'influence en ce moment, et que les gens doivent utiliser leurs compétences, leurs passions et leur sphère d'influence, quelle qu'elle soit. Utilisez ce diagramme de Venn, et, vous savez, c'est là que vous devriez avoir un impact. C'est juste que, vous savez, il y a un certain sentiment de privilège et de paresse à ne pas se montrer à la hauteur de ce moment et à dire, vous savez, que c'est l'autre gars qui va s'en occuper. Je vais, vous savez, rester ici à me faire discret, à faire mon truc pendant que d'autres, vous savez, mènent mes combats à ma place. Donc ça a été décevant. Je voudrais simplement que plus de gens ressentent un appel individuel à la responsabilité. Mais vous savez, c'est ça, c'est l'humanité, non? À chaque époque, à chaque moment, certaines personnes sont à la hauteur et d'autres non. C'est simplement comme ça que nous sommes en tant qu'espèce. On l'a vu dans les années 30, on l'a vu à chaque fois et on le voit encore aujourd'hui. Mais, vous savez, cela fait toujours mal. Et en termes de surprise, ce qui m'a surpris, je suppose que j'ai été surpris par, je ne sais pas, si je devais dire quelque chose, peut-être par à quel point cela a été positif, ou même à quel point les gens sont surpris, découvrir à quel point c'est positif me surprend, ou à quelle fréquence je fais quelque chose qui, pour moi, semble non seulement naturel, mais aussi agréable. Et quelqu'un va dire « Oh, c'est tellement courageux ». Et je me dis « Je dois y réfléchir un instant ». Et ce que j'en comprends, c'est que cela te semble courageux parce qu'il y a une peur là-dedans pour toi. Mais pour moi, il n'y a pas de sentiment de peur. Parce que, tu sais, j'aurais bien plus peur de vivre caché ou d'avoir des regrets. Dans 20 ans, en regardant en arrière, je me dirais « Oh mec, j'ai été lâche ». Ou alors, tu sais, j'ai abdiqué ma responsabilité ou je mentais sur qui j'étais juste pour que les autres se sentent à l'aise. Pour moi, ça, c'est bien plus effrayant que d'être moi-même authentique, tu sais, 24 heures sur 24. Ça, pour moi, ce n'est pas effrayant. Pour moi, c'est libérateur. Pour moi, ça fait du bien. Pour moi, c'est juste. Pour moi, c'est naturel. Vraiment, je ne ressens pas ça et ce n'est pas pour me lancer des fleurs. Il n'y a aucun sentiment de courage là-dedans pour moi. Pour moi, en fait, c'est m'éloigner de ce qui me fait peur, c'est-à-dire ressentir du regret ou avoir l'impression de m'être déçu moi-même, d'avoir déçu ma famille ou d'avoir mal agi dans un moment qui demandait de l'intégrité. Ça, pour moi, c'est bien plus effrayant. Donc, je pense que je suis peut-être surpris que ce ne soit pas le raisonnement de tout le monde. Oui, je m'identifie totalement à ça. Je suis sûr que oui. Quel juif admires-tu actuellement? Je suis inspiré par tellement de personnes. Vraiment, parce que c'est un moment où tout le monde doit se mobiliser. Je suis inspiré par chaque personne juive qui répond à cet appel. Vraiment. Que ce soit un juif quelconque dans l'Iowa qui, vous savez, n'était pas engagé avant le 7 octobre et qui maintenant lance un club de lecture juif pour les 10 juifs de son comté. Je trouve ça incroyable et tellement important. Et c'est comme ça qu'on va traverser cette période grâce à des gens qui font ce genre de choses.
Je fais partie du cabinet national des jeunes leaders de la Fédération juive qui réunit environ 400 juifs dans la trentaine et la quarantaine venant de tout le pays. Et je suis vraiment inspiré par mon groupe dans cette organisation. Et vous savez, je suis l'un des très rares, vraiment très rares, à être en fait un professionnel du monde juif dans mon travail quotidien. Ce sont des personnes qui ont des emplois ordinaires et tout ça, mais qui prennent une responsabilité en ce moment. Ils veulent de faire partie d'une organisation qui soutient la vie juive, où ils assument des responsabilités de direction, où ils s'engagent dans leur communauté et dans leur identité juive. C'est vraiment inspirant pour moi. Donc, vraiment, n'importe qui, à n'importe quel niveau, quel que soit le type de tribune que vous avez, les grandes tribunes m'inspirent, les petites tribunes m'inspirent aussi. Ce sont simplement des personnes qui disent « Inani ». C'est ça qui m'inspire. Très juste. Et c'est une bonne remarque pour conclure. Jonah, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comment nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils te suivre, suivre ton travail et regarder ou écouter ton podcast? Merci de poser la question. Vous pouvez retrouver Being Jewish with Jonah Platt sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Apple, Spotify, Amazon. Nous sommes aussi sur YouTube. Nous sommes également diffusés sur Jewish Broadcast Service à la télévision. Nous passons en première partie de soirée le jeudi soir, puis en rediffusion tout au long du week-end. Toutes ces informations se trouvent sur notre site web beingjewishpodcast.com et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Jonah Platt ou de Being Jewish Podcast. Super. Merci aussi à notre public. Écoutez chaque jour Jonathan Tobin Daily Edition, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Écrivez-nous à thinktwicegns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. Et on se retrouve la semaine prochaine.